No one can leave me here with the way that you do. Ooh, still falling for you. Hello, c'est Estelle et aujourd'hui je vous retrouve pour faire mon update lecture de ce début d'année. Alors j'ai pris du retard, je sais, excusez-moi, mais du coup je vais donc vous raconter les livres que j'ai lus fin août et en septembre, voilà. Il y avait essentiellement le Pumpkin Autumn Challenge, donc c'est ça qui m'a motivée à lire pas mal de livres, et donc les livres dont je vais vous parler, ce sont essentiellement ceux de ma page du Pumpkin Autumn Challenge. Je suis déjà presque à la fin, donc je suis un petit peu fière de moi. Donc il y a un petit peu de tout, du paranormal, de la romance, de la fantasy, du new adult. On s'est vraiment éclaté, je dois dire, et j'ai lu que des trucs qui étaient super là. En premier, nous parlerons de Brother Song de TJ Klune. Ensuite, on enchaînera sur London and Shade de Brittany Setcheri et Eleanor and Gray de Brittany Setcheri. Ensuite, on parlera de Half-Blood, le tome 1 de la saga Covenant de Jennifer L. Armentrout. Ensuite, on parlera de Campus Driver de C.S. Quill. Et on finira par Blood and Honey de Shelby Byron. On commence donc par mon bébé d'amour, Brother Song de TJ Klune. Donc le 4e tome, ça s'appelle je crois Le Chant des Bennett en français. On avait parlé du tome 3, je crois bien que c'était en janvier-février de cette année. Et là donc le tome 4, Brother Song, est sorti. Et il sort en France le 14 octobre les amis, donc c'est la semaine prochaine. Et je dois vous dire une chose, vous avez intérêt à marathonner les 3 premiers parce qu'il faut absolument que vous lisiez cette saga paranormale. Alors, je vous en ai déjà beaucoup trop parlé, tout le monde la connaît, je vais pas m'attarder parce que je sais que vous me détestez déjà, mais donc c'est une saga paranormale MM dans lequel nous suivons des loups-garous qui sont tous dans une grande meute, et en fait il y a des principes de mate, c'est un peu un principe d'âme sœur, mais c'est tourné, c'est pas du tout tourné dans la manière cliché, c'est tourné dans une manière qui est tellement poétique et tellement belle, et du coup dans chacun des livres on va suivre donc dans chacun des livres, on va suivre un couple MM de cette meute de loups-garous. Et en fait, ce qui fait toute la beauté, je trouve, de cette histoire, c'est vraiment l'univers de l'auteur, son style d'écriture. C'est vraiment incroyable. Vous ne trouverez pas un style d'écriture comme TJ Klune, enfin ça n'existe pas. Et je sais pas, en fait, il arrive à vous mettre dans une bulle, dans une transe où vous ne voulez plus sortir de cette histoire, vous ne pouvez plus sortir de leur maison, vous voulez rester avec tous ces gens pendant toute votre vie. Voilà, donc ils sont extrêmement doux, entre eux, extrêmement bienveillants, toujours en train de se faire des câlins, etc. 4e tome, donc on a suivi le personnage de Carter, qui est donc le frère aîné de cette meute. Et moi je l'avais attendu, ce 4e tome. Je l'avais attendu parce que après ma déception du tome numéro 3 qui avait mais genre détruit tous mes espoirs, et ben j'avais dit au tome 4, t'as intérêt à ne pas me briser le cœur. Et oh là là, non, il me l'a pas brisé. On a eu plein de scènes d'avant, du point de vue de Carter, et putain, la relation qu'il entretient avec son frère Kelly, en fait c'est ça qui m'a fait le plus pleurer, de voir leur amour, de voir ce lien si fort qu'ils ont entre eux. Et puis après on a Gavin, hein, évidemment Gavin c'est donc notre loup-garou mate, et j'ai adoré ce tome 4, j'ai pleuré, j'ai ri, j'ai gigoté mes orteils, j'ai tout ce que vous voulez. C'était une manière merveilleuse de terminer cette saga, voilà. Et du coup j'ai mis 5 étoiles, coup de cœur, ce que vous voulez, à lire cette saga. Rendez-vous le 14 octobre, et comme on va arriver en hiver, je vais pouvoir sortir mon pull Wolfsong. Attendez, je vais vous le montrer. Il me dit pas que je l'ai pas pris quand même. Oh putain, non. Comme une grosse débile, je n'ai pas amené mon pull Wolfsong que j'ai créé moi-même. Ensuite, donc, on va passer à London and Shay et Eleanor and Gray de Brittany Setcheri. Alors. Cette duologie-là, tout le monde en parlait, je la voyais partout, et moi ça faisait un petit moment que j'avais pas lu de romance new adult, et ça commençait quand même à me titiller, à me dire Estelle, tu veux lire de la romance, là je le sais que tu veux lire de la romance, et du coup je me suis lancée là-dedans. Alors moi j'ai lu les versions anglaises. Le principe de ces livres est très ambitieux. Ce sont des romances entre des gens qui ont beaucoup de problèmes, ont des familles très dysfonctionnelles, ils sont sujets aux maladies mentales, aux addictions, il y en a qui se scarifient, il y en a une qui traverse un deuil, il y a des problèmes d'alcoolémie. On a vraiment tout un panel de trigger warning qui est assez énorme dans ce livre. Vu que ce ne sont pas forcément des choses que je connais, j'ai apprécié ma lecture et j'ai pas été dérangée par ces représentations. Mais il y a eu un petit peu des débats sur notamment la représentation de la dépression dans London and Shay, que je comprends. C'est une vision de voir la dépression, et il y en a qui sont pas d'accord.
soyez avertis, ces livres-là traitent de sujets très 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 difficiles. Je crois quand même que j'ai préféré Landon et Shay. Du coup, je vais vous raconter un petit peu de quoi ça parle. On suit donc le personnage de Shay, qui est une fille qui a tout pour elle. Elle est très 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 belle. Elle a un niveau excellent à l'école. Enfin, elle est très populaire. Tout le monde l'adore. Mais en fait, chez elle, ce n'est pas du tout la joie. Son père est alcoolique. Landon se scarifie, qui est totalement abandonné par ses parents. Personne ne s'occupe de lui à part sa femme de ménage, qui se retrouve être en fait la grand-mère de Shay. Donc c'est un petit peu ça qui les a rapprochés au début, puisque la famille de Shay connaît Landon. Ces deux-là, ils se haïssent depuis toujours. Et le pitch de cette histoire, c'est que ils se lancent un pari. Le premier qui réussira à faire tomber amoureux l'un de l'autre gagne. Je vous arrête tout de suite. Si vous commencez ce livre en vous disant cool, un hate to love, non. Il est mal vendu dans ce sens-là, ce n'est pas un hate to love. Ils ne se détestent pas, ils disent qu'ils se détestent, mais en fait ils se détestent pas. Juste qu'ils se regardent mal. Et encore, au bout de la page 4, c'est bon, ils se regardent plus mal. À l'association d'un espèce de cliché de je vais te faire tomber amoureuse de moi, avec des gens qui sont vraiment pas cons les deux, et surtout ils ont un bagage qui est très très lourd. Et ce que j'ai aimé, c'était de les voir petit à petit s'ouvrir l'un à l'autre et faire confiance à l'autre. Ils veulent prendre soin l'un de l'autre et ils veulent protéger l'un de l'autre et ils ont peur qu'il soit le problème. En fait, je les remercie pour ça parce que au moment où ça partait en couille, ils disaient stop, on se parle et on renoue les choses et on remet les choses à plat parce qu'on s'aime. Et merci Landon et Shay d'avoir fait preuve de cette maturité. Parce que tout aurait pu beaucoup déraper à beaucoup d'endroits, mais vous avez décidé de vous poser et de discuter. Si vous cherchez des romances new adult qui soient très profondes, très très psychologiques, où les personnages, ils ont une backstory assez lourde, perfection. Ensuite, pour Eleanor and Grace, je l'ai peut-être un petit peu moins apprécié parce que le schéma est très 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 différent. On suit donc Eleanor qui est la cousine de Shay et elle en fait elle est totalement l'inverse de Shay, c'est typiquement le cliché de la meuf introvertie qui adore lire, qui est timide, qui déteste les soirées, etc. Et on a donc Gray qui est lui le meilleur ami de Landon et lui c'est un petit peu le pote sympa que tout le monde aime. La mère d'Eleanor a un cancer et va sûrement mourir. Dit que Gray lui son père trompe sa mère et Gray va commencer à traîner avec Eleanor et va être touché par deuil de sa mère et c'est ça qui va les rapprocher au début et la accrocher chez vous, le lire et vous envoie un gros tacle dans la gueule parce qu'en plein milieu ça fait 15 ans plus tard. Ils se retrouvent 15 ans plus tard et waouh, il y a des choses qui se passent en 15 ans, putain. J'ai beaucoup apprécié ce côté très original parce que tu démarres dans une petite romance de lycée avec des personnages qui sont tout mignons, qui sont en fin d'adolescence, qui sont encore en train de se chercher et là t'as la grosse claque où les gens ils ont 35 ans et c'est des adultes et ils ont pas les mêmes problèmes quoi. Donc là il y a beaucoup la thématique du deuil. Ensuite on va passer à Half-Blood, de Jennifer Armentrout. C'est une saga paranormale où on suit le personnage principal de Alex qui est une demi-sang. En fait ce qui se passe c'est que la mythologie grecque existe, on a des dieux, du coup on a des demi-dieux. Si le demi-dieu il fait un bébé avec un humain ça fait un pur. Si le pur il fait un bébé avec un humain, ça fait un half-blood. Enfin bref, ces gens un peu supernaturels, ils se battent contre des daemons qui sont des créatures assez maléfiques qui sucent le sang, etc. Et il y a une école dans laquelle ils s'entraînent. Vampire Academy bis, un poquito. Et donc Alexandria, sa mère, a été tuée par des daemons il y a genre 2 ans, un truc comme ça. Et elle a décidé de quitter l'université où on lui apprenait à se battre parce qu'elle a pété un câble. Elle s'est dit non mais moi je vais aller retrouver le daemon qui a tué ma mère. Elle s'est barrée, sauf que... elle n'a pas du tout réussi à retrouver le daemon. Elle s'est juste fait retrouver par l'académie qui lui dit tu reviens et t'arrêtes de foutre le bordel. Et du coup pour qu'elle rattrape son retard des cours qu'elle a manqué, on va lui donner comme professeur principal un BG de 25 ans. Non il a pas 25 ans, il a... Bon bref, il est plus vieux qu'elle, il s'appelle... Aiden, et c'est une légende, ce mec est un sang pur, il est fort. Elle avait un crush sur lui depuis très longtemps, et du coup quand elle voit que c'est lui qui va l'entraîner, elle se dit merde. Sauf que il y a une loi, histoire de compliquer encore plus la chose, les moitiés de sang, les demi-sang, les half-blood, n'ont pas le droit de se mettre en couple avec des purs. Donc entraînement, bataille contre des daemons, en même temps on a des histoires avec les gens de l'université, voilà, maximum de badasserie, maximum de baston, petite romance sympatounette, et c'était que le tome 1. Donc moi j'ai envie de vous dire, je suis embarquée, je vais continuer avec
le tome 2 qui s'appelle Pur Pur Pur. Et j'ai très hâte puisque je sais pas si vous savez, mais en fait cette saga c'est essentiellement un triangle amoureux assez spectaculaire. Et le deuxième gars a été introduit donc à la fin du premier tome. Et c'est un deuxième gars que moi je connais très bien puisque j'ai vu le spin-off sur lui, Titan, mais du coup je suis un petit peu spoilée, mais c'est pas grave, je vais quand même apprécier ma lecture. Il ne surpasse pas Lux, je dois quand même dire. Lux reste quand même emblématique dans mon esprit, mais on m'a dit que cette saga-là, en fait, elle montait de manière exponentielle, que les tomes 4-5, c'était explosion de tout, de toutes les émotions de la planète, et que surtout, Alexandria deviendra ta reine parce que elle est incroyable. Donc moi je vous crois et je vais continuer à lire cette saga. Mais dans tous les cas, c'est génial, c'est du génie, donc c'est de l'action, c'est de la romance, c'est des créatures supernaturelles qui envoient du lourd. Moi, je trouve que c'est vraiment la lecture géniale. Quand t'es en panne de lecture, tu lis ça, t'es reboosté, que t'en peux plus. On est sur du YA. Ensuite, les amis, on va parler de Campus Driver de C.S. Quill. En septembre, C.S. Quill allait arriver, elle a dominé le monde, elle a dominé la plateforme. On ne voyait que du Campus Driver partout et en plus, ce livre a été hyper apprécié par tout le monde. Estelle n'aime pas lire des livres français, mais pour C.S. Quill, on va faire une exception. Il y a quand même un style français, je sais pas ce que c'est. Oh, il y a un oiseau, ah putain le pauvre. Il y avait un oiseau, il faisait du surplace à cause du vent. On suit un espèce de groupe de potes dans cette université qui ont décidé d'inventer une application qui s'appelle Campus Driver où ce sont des espèces de Uber mais dans le campus parce que le campus est très grand et tu ne peux pas te contenter de marcher. Non, si tu veux aller à la bibliothèque, t'as besoin de prendre un putain de Uber et du coup ils se sont dit on va le faire nous. Les meufs elles ont un petit peu leur driver chouchou pour les accompagner partout dans l'université. Ça cartonne, ils sont hyper populaires. On suit donc un de ces Campus Driver qui s'appelle Lane qui est connu pour être un petit peu un fuckboy, etc. Il arrive un jour devant chez lui, il y a une putain de nana en train de pleurer à la rue. Donc au début il se dit pousse-toi de mon escalier, mais au bout d'un moment il va se dire non quand même je veux pas la laisser là et donc il accueille chez elle, il lui dit écoute chérie t'es bien gentille, moi je t'offre mon canapé ce soir mais demain tu dégages. Que elle est gentille cette fille, elle s'appelle Loïs, elle est toute mignonne, elle est désespérée, elle a le cœur brisé. Et ben en fait il va putain de s'attacher à elle et au fur et à mesure il va se dire non mais tu peux rester en fait. Et en fait non je t'accompagne tout le temps Campus Driver en fait non moi je suis Campus Loïs. On apprend au fur et à mesure un petit peu plus le passé de Lane. Il a notamment perdu quelqu'un de très cher à lui un petit peu plus tôt, donc ça explique certaines choses, mais ça n'en excuse pas d'autres, monsieur Lane. Et ça parle aussi de relations d'ex toxiques, hein, parce que Loïs, son ex, j'ai pas assez de main pour lui foutre le nombre de claques que je veux. Au début, disons, elle se laisse vachement marcher sur les pieds, et puis au fur et à mesure, reprendre du poil de la bête. Et elle va lui en foutre un peu des claques à Lane, là, elle va se faire respecter. Oui, j'ai apprécié ce livre, je lui ai donné 4 étoiles, c'était cool. Mais j'étais un petit peu déçue, il y a une partie de moi qui était déçue parce que j'ai vu que tout le monde l'avait adoré. Et moi, je l'ai juste trouvé sympa. On peut pas tous être des amours super gentils, hyper bienveillants avec tout le monde. Il parle mal, des fois il est pas super sympa, des fois il est pas sympa du tout, mais ça fait partie de l'histoire, c'est son caractère. Et c'est vrai que moi j'aime pas trop les mecs comme ça, donc c'est pour ça que j'ai un petit peu eu du mal avec lui. Mais bon, en fin de compte... Et là, il s'est fait pardonner, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais j'ai quand même des fois été un peu en colère avec lui pour comment il agissait avec Loïs, hein, ça je vais pas vous le cacher. C'est vraiment détente et on est là pour s'amuser, voilà. Et du coup, le tome 2, je crois, est sorti avant-hier. On termine cette update lecture avec le livre dont tout le monde se fout, c'est pour ça que je l'ai mis à la fin. Le tome 2 de la saga Serpent and Dove de chez Abby Mywin. C'est une fantasy qui parle de sorcières dans un monde qui est inspiré de la France. Et le tome 1, il m'avait totalement charmé de A à Z, j'avais adoré l'intrigue, adoré les personnages, et dans ce tome 2, donc on continue de suivre leurs aventures, et il m'a fait peur un peu ce tome 2, hein. Oh putain j'ai eu super peur. Donc en fait le principe c'est qu'on suit Louise Leblanc qui est une sorcière, sauf que dans leur monde les sorcières elles sont traquées, elles sont tuées, elles sont brûlées sur le bûcher, et du coup elle doit se cacher. Et Louise, étant donné qu'elle a une super répartie, qu'elle est hyper débrouillarde, elle a un culot de fou et zéro honte, elle arrive toujours à se sortir de toutes les situations possibles,
sauf le jour où en fait elle s'en sort pas et la seule solution c'est de se marier avec un chasseur de sorcières qu'elle vient à peine de rencontrer et qui est coincé, qu'il en peut plus. Et du coup elle doit cacher à son nouveau mari le fait qu'elle soit une sorcière et c'est con parce qu'il est super gentil. Le tome 2, il était pas drôle, il était vraiment pas drôle parce que ils m'ont fait des frayeurs, hein, tous les deux là, à partir dans des délires. On a vraiment plus vu les défauts des personnages, ce que je trouve qui est une bonne chose parce que dans le tome 1, on a découvert tout le monde un peu sous leur meilleur jour, vous savez, c'était un petit peu la lune de miel. Sauf que là, les personnages se sont beaucoup plus révélés, qu'ils étaient vraiment leur facette un petit peu plus sombre, et c'est bien, parce que oui, on se met en couple avec une personne, des fois on connaît pas tout sur cette personne, et des fois, on découvre des choses et on s'y attendait pas du tout, et faut travailler avec ça, faut accepter ou alors faut en discuter. Et donc c'est une fantasy young adult, mais c'est du young adult libéré, délivré, j'ai envie de dire. Et voilà les amis, c'était tout pour moi. J'ai soif, j'ai trop parlé. Donc dites-moi si jamais vous aussi vous avez lu certains de ces livres, dites-moi ce que vous en avez pensé. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard la semaine prochaine.